Les pompes funèbres camarguaises, leader gardois en convention obsèques, prévoyance, funérarium, toujours à vos côtés, partenaire de votre émission Miroir des Sports. Du football au programme de ce Miroir des Sports, mais ce sera dans la deuxième partie, également dans la deuxième partie du football américain. Vous allez me dire, c'est toujours du football, on aura également du handball, mais on va commencer par le tir à l'arc avec François Grillat qui est avec nous. Vous êtes l'ancien président de ce beau arc club de Nîmes qui organise dans quelques jours maintenant son 12e tournoi européen. Un tournoi que vous avez créé. Oui, bien sûr. En quelque sorte, enfin, oui. Créé sur une idée d'Olivier, qui est le directeur sportif qui avait vu à Las Vegas cette compétition. Donc, il était allé jouer quelques dollars à Las Vegas. Non, je ne sais pas s'il a joué des dollars, mais il a beaucoup observé ce qui se passait. Et donc, il a importé cette belle idée avec ce qui est devenu un des événements sportifs majeurs de notre ville. Plus de 1000 participants, c'est ça encore cette année ? Oui, c'est ça. Cette année, on a battu tous les records. D'ailleurs, on a bloqué les engagements puisqu'on nous sommes arrivés à 1130 participants. On ne peut pas en accueillir un de plus. Quitte à pousser les murs après, mais enfin, c'est pas le cas. Donc, 1130 archers de 26 nations, ce sont tous les records qui sont battus. N'essayez pas d'aller à l'hôtel entre vendredi soir et dimanche. Ça risque d'être difficile. C'est à peu près complet. Il faudra aller un petit peu plus loin. Une caractéristique de ce tournoi, c'est que c'est un tournoi open, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout réservé aux grands champions, même s'il y en a beaucoup des grands champions. Oui, bien entendu, c'est toujours ce que nous avons voulu conserver comme caractère de cette compétition, c'est-à-dire, évidemment, on accueille des champions olympiques, des champions d'Europe, champions du monde, mais l'archer moyen peut évidemment intervenir dans cette compétition. Alors, bien sûr, ils se trouvent dans les éliminatoires, mais enfin, déjà, c'est un objectif pour beaucoup d'archers qui viennent de très loin, qui viennent même, il y a des Belges, des Espagnols ou des archers du Nord, de Bretagne ou d'Alsace, qui ont le plaisir et l'espoir de tirer, disons, quelques flèches à côté d'un champion du monde, d'un champion d'Europe. Après, évidemment... Voilà, pour décocher vos flèches à l'ombre d'un champion du monde, il fallait vous inscrire un petit peu avant. Le nombre de participants, vous l'avez dit, le nombre de pays qui seront présents. C'est ça, 26 pays, c'est leur 26 aussi. pays, Oui. donc l'Algérie, l'Andorre, mais les Pays-Bas, Monaco, les pays asiatiques qui sont également très forts japonais, en tir à l'arc, des Japonais. Des Croates, aussi, des Canadiens. Oui, c'est ça, c'est un des grands plaisirs évidemment de cette compétition arrivée à ce stade, c'est que bien sûr quand on a commencé à parler de ça aux États-Unis en disant on va faire une compétition à peu près semblable à Las Vegas, ça a fait sourire un peu, d'autant plus que c'est pas pour vexer notre ville. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en général, ils étaient aux environs de 1800 à 2000. Donc ça nous paraissait immense. Et nous, on a débuté en 97, on a eu 300 et quelques archers, mais on était très satisfaits. Mais très rapidement, justement, les fabricants et dirigeants américains sont aperçus que ça grossissait d'année en année. Et donc, le petit sourire du départ a fait que maintenant, au contraire, il y a des champions des États-Unis le sourire narquois a laissé la place qui traversent, et ils traversent l'Atlantique pour venir tirer à Nîmes. Donc, voilà, il y a des Américains qui vont venir tirer à Nîmes, ce sera ce week-end. On va montrer quand même quelques images pour que nos téléspectateurs se rendent compte de l'ampleur de cette manifestation. C'était l'année dernière et Philippe Reg, notre harpiste, j'allais dire archer favori et spécialiste, nous a sélectionné la finale homme de l'arc classique 2008, comeback. Chaque année, au tournoi européen de tir à l'arc de Nîmes, la préférée du public, l'épreuve reine, c'est la finale classique homme. La 11e édition du précieux tournoi européen a placé la finale des finales aux couleurs de l'Italie. Ainsi, les décideurs de la botte ne regretteront pas d'avoir reculé la date de leur championnat national, puisque sur les 8 finalistes du tournoi, 4 défendaient les couleurs de l'Italie. L'Ors sera donc joué entre le champion olympique d'Athènes en 2004, Marco Galeazzo, et le champion du monde, l'attachant Michele Frangilli. Si Marco Galeazzo n'a pas été inquiété en 16e et en 8e de finale, il aura dû, pour éliminer l'Allemand Rorberg, attendre la première flèche de barrage. Précisons que Sébastien Rorberg est le champion du monde en salle 2007. C'était donc un duel au sommet que les organisateurs nîmois offraient au public qui avait rempli le Parnasse. On peut même rajouter un concours de 10.
D'entrée, Galeazzo fait le plein face à Frangilli qui hésite sur sa troisième flèche. Résultat, 30 pour Galeazzo, 29 pour Frangilli. Le champion olympique remet ça à la deuxième volée et Frangilli lui emboîte le pas. L'exploit se répète lors de la troisième série de flèches et les deux archers mettent une fois de plus tout dans le centre. À ce titre, Marco Galeazzo, c'est une précision d'Arcapuli en art classique. En entame de la dernière volée, Frangilli tend la perche à son adversaire en réalisant un 9. Galeazzo ne se déconcentre pas et met un 10. Du coup, 2 points séparent les deux duellistes et il reste seulement 2 flèches à tirer. C'est pratiquement acquis pour Galeazzo lorsque Frangilli réitère avec un 9. Dès lors, Marco Galeazzo ne peut plus perdre. Un 10 magistral sur la dernière flèche signe le score parfait de 120 sur 120. Une victoire sans appel pour 3 points d'écart à l'arrivée. Les deux champions partageaient le podium avec le Coréen du Sud, Sung Chil-hong, qui a remporté la petite finale face à son compatriote Yae Jung-chung. « 120 sur 120, ça laisse rêveur. Il revient, ce Marco Galeazzo, cette année. Bien sûr, oui, oui. Avec une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin, en passant. Par équipe, oui. Depuis l'année dernière, depuis janvier 2008. Il y aurait également 2 Françaises médaillées de bronze à Pékin. C'était, Oui, vous me l'avez rappelé, les premières médaillées françaises à Pékin cette année. Elles s'appellent Bérengère Chou et Virginie Arnold. Oui, alors ces deux demoiselles sont 2 sur 3, puisque Sophie Daudemont ne vient pas. Actuellement, elle a fait un break sur le plan sportif. Mais Bérengère Chou et Virginie Arnold seront présents. Et ça nous fait plaisir. D'abord, on souhaite les récompenser, bien sûr. Elles ont apporté la première médaille à la France, qui était tant attendue, parce que vous savez qu'il y avait du mal à se décider. Hein, on ne voyait pas de médaille. Il pleuvait sur Pékin. Et il pleuvait, il y avait un temps affreux. Et elles ont résisté. Elles ont battu les Anglaises en demi-finale. Et avec beaucoup de courage. Et donc, Bérengère Chou, en plus, est très connue du public nîmois, en ce sens que, en 2003, lorsque nous avons organisé les championnats du monde en salle dans les arènes, elle avait été championne du monde. Voilà, remporté le titre de championne du monde. D'autres stars de l'art qu'on a compris. Est-ce qu'il y aura des locaux? Est-ce qu'il y aura des Oui, bien gens sûr. de l'art Nous avons 2 archers qui peuvent apporter quelque chose en art classique, c'est-à-dire l'arc olympique, hein, puisque vous savez qu'on a 2 armes dans le tir à l'arc, il y a l'Arcapuli et l'arc classique. Et en art classique, il y a Thomas Aubert, qui est de Nîmes, et qui, lui, l'année dernière, était premier au classement numéro 1 français en salle. Et puis nous avons Geoffrey Barthelot, qui a été champion d'Europe junior par équipe quand il était junior, et qui maintenant est devenu un senior. Donc ces 2 garçons-là, 2 Nîmois, peuvent arriver assez loin dans cette compétition, et pourquoi pas nous surprendre agréablement. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Alors voilà. Nous, on sera présents à cette affiche. Alors je vous recommande également l'affiche. Il y a une magnifique jeune femme tendue comme un arc. Je ne sais pas trop ce que le graphiste a voulu exprimer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est très réussi, en tout cas, bravo. Oui. Et c'est une jeune équipe ce sera du 23 au 25 janvier, donc vendredi à dimanche. À partir de quelle heure? À partir les premières éliminatoires ont lieu, étant donné le nombre d'archers, le vendredi à 18h. Donc ça débutera la compétition à 18h au Parnasse et au Parc Expo. Et après, c'est non-stop le samedi dimanche jusqu'aux finales qui auront lieu, les finales individuelles auront lieu dimanche après-midi à partir de 13h30 au Parnasse, bien entendu. Voilà, du grand spectacle au Parnasse. Voilà. Merci d'être venu nous présenter ce beau 12e tournoi. Restez avec nous, on va parler course à pied avec là aussi un début de saison, le 21e Tour pédestre de Caveyrac. C'était ce samedi après-midi, la première course sur route de la saison 2009. Près de 500 participants, c'est Alain Bellon qui s'y est rendu et c'est un montage d'Yvonique Ségouin. Ce samedi s'est déroulé le 21e Tour pédestre de Caveyrac avec un nouveau circuit. L'organisation a changé puisque Claude Razon, qui l'avait fait pendant 20 ans, avait décidé de passer la main. C'est les Bipèdes de l'Avonnage, un nouveau club qui a ses 3 années d'existence sur l'Avonnage, qui a repris le flambeau. Et puis on a décidé que changement d'organisation et changement de parcours. Il faisait une part belle à la garrigue. On a une magnifique garrigue derrière nous. C'était dommage de s'en priver.
Donc cette année, il avait 1/3 de goudron et 2/3 de garrigue. Cette course de 10 km 200 était la première de l'année et a rassemblé près de 500 coureurs. Elle a été pour certains un terrain d'entraînement. Les coureurs se testent un peu sur cette course. Bon, il y a eu les vacances de Noël, parfois un petit peu d'excès, donc les entraînements qui ont repris, c'est un bon moyen de savoir où on est de sa forme. Cette course, je la fais un peu en entraînement. C'est une course qui est très jolie, qui est connue dans le Gard. Donc je l'ai faite déjà 2 fois dans les années précédentes. C'est un joli endroit et ça passe par des chemins que je connais parce que je les ai empruntés beaucoup de fois. Donc je suis contente et ce que je prépare, c'est les championnats de cross. Donc régional, interrégional, et j'espère que je me qualifierai au championnat de France. Je trouve pour le parcours, je trouve bien, beaucoup de côtes, des virages, des cailloux comme ça, fais attention parce que en situation comme ça, tu tombes comme ça, mais il est bien. Et le mois de février, je pars un stage comme ça, Foromo, comme ça, pour préparer le championnat de France. Voilà. Près de 90 courses hors stade seront organisées cette année, la prochaine étant les 10 km de Garon le 25 janvier. Et ce sera le 22e Tour de Garon. À noter également le 1er février à Langlade, la 15e course des Pinèdes. On passe à des résultats sportifs avec du rugby. C'était la 12e journée, bien sûr. Et Nîmes 2e se rendait à Grasse 5e. Et vous découvrez le score, cette défaite des Nîmois. 2 essais pour les Azuréens et 4 pénalités pour les Nîmois. 2 essais transformés, 2 pénalités pour Grasse. Et ça fait une défaite. Monteux, c'est l'avant-dernière ligne, est allé s'imposer à Saint-Saturnin. Pendant que Saint-Raphaël l'a emporté sur Sorgues et Châteauneuf est allé gagner à Montélimar, ce qui donne au classement quelque chose d'un petit peu bouleversé puisque Nîmes n'est plus que 4e. Il faut être premier pour monter directement. Monteux n'a toujours pas perdu et Nîmes en est à sa 3e défaite. Voilà, avec Grasse qui rejoint Nîmes. Attention, le prochain match également à l'extérieur avec Annonay. Le déplacement à Annonay, ce sera le 25 janvier à 15h. Mais vous, François Grillat, vous serez au Parnasse à ce moment-là. Absolument. Dimanche après-midi. D'autres résultats, toujours avec du basket. Vous vous rappelez, de la semaine dernière, nous avions reçu les basketteuses nîmoises. Elles sont en National 3, opération maintien lancée pour les filles. La 14e journée, ça s'est bien passé. Nîmes 10e, allée à la Seine-sur-Mer 9e. Elles sont allées s'imposer de 4 petits points. C'est peu, mais ça marche. La défaite des Arlésiennes qui sont dernières. L'objectif, c'est la 8e place. On regarde ce que ça donne au classement. Les Nîmois sont 10e à 1 petit point de Nice, qui est allé l'emporter. On l'a vu tout à l'heure. Nîmes recevra Lyon. Lyon, ce sont les premières. Ce sera dimanche prochain à 15h30. Des résultats encore, si vous le voulez bien. On est dans le sport collectif et le ballon, là. Hein. Avec du volley, les filles du Nîmes Volleyball sont allées l'emporter au Cress, les voisins montpelliérains. Nîmes est bien première. Nîmes est bien premier. Les filles de Nîmes sont premières. Elles recevront Saint-Chamond. Un match au sommet. Saint-Chamond est 3e. Là aussi, il faut être premier pour monter dans la division supérieure. Voilà, Nîmes-Saint-Chamond, ce sera au gymnase de Saint-Césaire. Vous aurez de la concurrence dimanche après-midi, mais il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde et il y aura forcément des belles choses. On n'aura que l'embarras du choix à Nîmes. Avant de faire une pause, je vous propose ce reportage de Philippe Reg. Il s'est rendu samedi soir à Marguerite avec une belle manifestation. Il y avait d'une part un match amical entre les Ussamistes et Istres et puis l'occasion pour le coach d'Istres et ancien coach de l'Ussam, Christophe Mazel, de participer au baptême de la salle de Marguerite qui devient la salle Michel Mazel du nom de son père. Voilà, reportage sur cette belle initiative de samedi soir avec Philippe Reg. Émotion au maximum à Marguerite le samedi 17 janvier 2009. La halle des sports était baptisée du nom de Michel Mazel. La soirée avait commencé avec une rencontre entre anciens de Marguerite. Un duel chevaleresque bien que soutenu qui vit la participation de Christophe, fils du sportif honoré et créateur du club margueritois. Peu après la découverte de la plaque par Madame Mazel et ses enfants,
William Portal, maire du village gardois, retracé devant une tribune pleine et la présence des équipes de l'USAM Nîmes-Gard et Istres Handball, le parcours de l'ex-USAMiste, brutalement parti en août 2007, qui n'allait pas tarder à s'illustrer à Marguerite et qui a su transmettre son amour du sport à son fils Christophe, lui aussi ex-USAMiste, en tant que joueur d'abord, puis comme entraîneur, avant de prendre la direction de l'équipe d'Istres qui évolue en élite. C'est un moment d'émotion intense, c'est le souvenir de mon père est quotidien, mais le fait que la ville et M. Portal, le maire, ait pensé à donner le nom du gymnase, le nom de mon père au gymnase, me touche beaucoup. Et à l'occasion, faire un match avec l'USAM, le club de mon cœur, le club où mon père a joué, c'est quelque chose de particulier. Je suis un peu ému, mais heureux ce soir. Ce n'est qu'ensuite que débuta la rencontre amicale qui opposait l'USAM Nîmes-Gard à Istres Handball. L'occasion pour Alain Porte, l'entraîneur nîmois, de prendre la mesure des possibilités de jeu à mettre en place pour la suite de la saison interrompue jusqu'à la fin du mois de janvier pour cause de mondial en Croatie. La venue espérée de Milan Korovic devrait dissiper le brouillard tombé suite à la double absence de Merlin Rosier et Christophe Cabinguélé. Au-delà du score qui vit l'USAM l'emporter ce soir-là, quelques jours de préparation ne seront pas de trop, voire salutaires pour le parcours du club gardois dans les mois à venir. Merci Philippe pour ces belles images. Merci à vous François Griard d'être venu nous présenter ce 12e tournoi européen de tir à l'arc. On se retrouve dans un instant pour parler football, toutes sortes de football, y compris du football américain. C'est parti. Du handball, du football pour cette deuxième partie de Miroir des Sports et du football américain avec Bruno Péladan qui nous a rejoint. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Président mitigé ce soir puisqu'il était content de reprendre son championnat, c'était hier à Kaufman. Mais c'est perdu, c'est un match perdu d'un petit point face à Grenoble. Grenoble qui visiblement s'est bien renforcé cette année. Oui, apparemment, on n'a pas reconnu l'équipe de l'année dernière et ils ont recruté un bon quarterback qui vient du pôle espoir d'Amiens. Leur Canadien est toujours là, mais il joue à notre poste et c'est vrai qu'on a été surpris par cette équipe de Grenoble. Voilà, les Centurions qui s'étaient bien préparés, bien entraînés. On va voir ça en images tout de suite, des images d'Alain Bellon. Et c'était très spectaculaire hier à Kaufman, avec des phases de jeu tout à fait intéressantes. On se serait cru avec les publicités pour les hamburgers en moins, devant sa télévision, pour le Super Bowl. Bon, avec quelques petites maladresses, les Nîmois sont en rouge. Je ne fais pas d'erreur et regardez ces passes, c'est précis à quelques grands centimètres près. Ouais. Alors attention, les Grenoblois, c'est pas mal non plus. Voilà la course du quarterback grenoblois. Ouais, c'est ce jeune là qui vient du pôle espoir d'Amiens qui est très bon. Très bon. Et nous, voilà, en défense... Voilà, qui fait aussi des passes très très longues. Et alors là, c'est pas marqué. Attention, hein, on marque avant les poteaux de transformation. C'est une particularité à Kaufman. Le terrain rugby est peut-être un petit peu trop long. Donc voilà cette action de jeu. Et là, on voit ce Michael Mayendou, numéro 5. On va le voir souvent dans ce résumé. Et alors, il vient d'où, lui? Parce que lui, il est très très bon. En fait, il vient des Flashs de la Courneuve. Donc c'est un club qui joue en élite et c'est le meilleur club en France en ce moment.
Et donc il est arrivé il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'au niveau coureur, il nous apporte énormément. Voilà, on le voit de nouveau avec son numéro 5. Ouais, il arrive bien à se dégager des blocs. Il arrive et à se dégager, il est imprenable. Là, voilà. il arrive à 1 yard de la end zone. Et puis sur l'action suivante, il s'arrache bien. Et ben, il va s'arracher. Merci les abdominaux. Et il s'arrache bien pour sauter par-dessus. Et les Centurions mènent à ce moment-là à la 7-0. 7-0, donc ça rapporte 6 points et 1 point la transformation, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et on va voir que cette transformation a une importance considérable. Guillaume Courtois qui sac le quarterback. Voilà, on a regardé également cette séquence donc de défense très intéressante. Mais ces Grenoblois, ils ont du répondant. Tout à fait. Puisque là, on va aller voir, je ne sais pas si... Non, c'est sur cette action suivante qu'il va y avoir le touchdown des Grenoblois. Ouais, c'est mal couvert et bon, c'est vrai qu'ils ont répondu du tac au tac. Mais c'est vrai que c'est une belle équipe. Ils transforment également au pied leur essai. Ouais. 7 partout à ce moment-là. Vous commencez à vous dire que ça ne va pas être facile. Non, là, on voit également une passe. C'est votre quarterback, Cédric Cottard. C'est ça. Et une belle réception. Il y a quoi? Il y a presque, en yard. En yard, là où il devait bien avoir une quarantaine de yards, ouais, facilement. Donc, on s'aperçoit que on a des capacités de lancer tout à fait impressionnantes. Et là, il arrive bien à se faire bloquer à 10 yards, 5 yards de la zone d'embut. Hein. Bon, c'est que partie remise. Notre Michael Mayendou. Tout à fait. En force, en puissance. En force, son en jeu. puissance. Et là, la transformation est ratée. Pas de transformation. Voilà, on a pu faire ça match fait nul. 13-7. Alors on se dit que c'est pas mal. Ça peut peut-être suffire. Je ne sais pas à quel moment on est du match. Là, on est dans le 3e quart-temps. 3e quart-temps. Et on va voir que les Grenoblois. Oui, ils nous ont bien fait du mal sur le jeu de passe. Avec ces coureurs au long cours. Il faudra une dernière action pour aller chercher ce touchdown, à l'américaine. Toujours pas couvert, donc forcément il est Et on tout est seul. à égalité, mais le petit point de la transformation va faire la différence. 14-13 et cette victoire donc, des Grenoblois. Il y aura bien un dernier baroud d'honneur des Nîmois avec ce joli lancer, mais le ballon échappe. Je ne sais pas quel était le receveur là. Là, c'est Julien Pérez, numéro 84. Et le ballon lui échappe. Et là, il y a Jean-Philippe Latour et en fait, ce sont, comme je disais tout à l'heure, il y avait 2 receveurs qui étaient absents et on a fait jouer des cornerbacks, c'est-à-dire des défenseurs qui couvrent justement les receveurs mais qui sont plus petits par la taille. Et donc sur la dernière action, si les receveurs étaient là, en faisant 1m85, en sautant, donc ils auraient pu attraper le ballon et rien qu'en se couchant, marquer le touchdown de la victoire, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Malheureusement ça ne s'est pas fait. Difficile de commencer par une défaite. On vous écoute, c'était à l'issue de ce match. On écoute également Cédric Cottard, quarterback hier, mais également entraîneur de ces Centurions. Il nous a manqué malheureusement des 2 receveurs qui n'étaient pas qualifiés pour le match parce que la Fédé nous a oublié de nous enlever leur licence. C'est quand même des pièces maîtresses. Il nous manquait un défenseur, mais bon, je ne veux pas me cacher derrière les absences. Hein. Non, c'est en défense, on n'a pas tenu la distance comme on fait d'habitude. Et puis l'attaque a du mal à se rentrer dans le jeu, c'est le premier match. Mais bon, je suis énormément déçu d'attaquer à Kaufmann pour le match de la saison, à domicile, perdre contre Grenoble. Mais comme j'avais dit, il faut se méfier de toutes les équipes, la preuve en est. Comme tous les ans, les premiers matchs de saison sont difficiles. Là, cette année, on a fait des petites erreurs qui nous ont coûté cher en fait, au score final, c'est-à-dire qu'on perd d'un petit point, mais c'est un point de trop, c'est-à-dire qu'au final, Centaure a la victoire et nous la défaite. On a eu des blessures qui ont fait où on a perdu quelques joueurs clés. Il a fallu qu'on change aussi quelques positions pour certains joueurs, sachant qu'on a eu un problème de licence aussi. Donc bon, c'est des petits détails qui font qu'au résultat final, on est perdant, quoi. On va falloir qu'on retravaille sur notre défense, resserrer la défensive pour éviter de prendre le moins de points. Et puis en attaque, concrétiser, essayer de garder nos ballons, pas trop lancer les balles dans les mains de l'adversaire. Et puis et améliorer tout ce qu'on a à travailler, quoi. À la suite de la saison, dans 15 jours, on doit aller à Montpellier. Là, il va falloir gagner, il va falloir redresser la barre. Donc ça va vouloir dire des entraînements un peu plus durs et continuer à travailler la tactique. Et dans cette sélection d'images que l'on doit à Alain Bellon, on a vu quelques lancers et réceptions moins à droite que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Évidemment, il avait sélectionné le meilleur.
Oui, mais bon, ça arrive, hein, ce quarterback se fait intercepter, peut-être une erreur sur le tracé, et puis un centurion absent et un centaure présent. Donc interception. Centurion absent, un centaure présent. Comment s'appellent ces Montpelliérains que l'on va aller... Les Hurricanes. Les Hurricanes, ouais. Ouragan sur Montpellier. C'est une équipe qui n'est pas forcément sur le papier trop impressionnante, Montpellier. Disons, comme je disais au début, à la fin du reportage, je me méfie un peu de toutes les équipes. Chacun cache son jeu, donc il peut y avoir des surprises. Mais bon, nous, perdant le premier match, il faut qu'on relève le défi à Montpellier et qu'on aille gagner là-bas. Et puis cette année, on a innové, on a équipé l'arbitre d'un micro HF. Donc, ce qui fait qu'il permet au public de mieux comprendre. De mieux comprendre les règles de jeu, les décisions, il les explique bien. Donc, on va essayer une pédagogie au niveau du public et essayer de faire venir de plus en plus de monde. Parce qu'hier, il y avait quand même 200 personnes. Donc, c'était sympathique. C'est pas mal et pour un spectacle qui devient de plus en plus intéressant. Ouais, puis, avec donc un déplacement à Montpellier, le prochain match à Nîmes. Prochain match à Nîmes, ça sera, là, je l'ai pas en tête. On va essayer de s'en souvenir. Je crois que on ira à Toulon. Non, on se déplace 2 fois. Montpellier, Toulon, et après on reçoit Toulouse à Kaufmann. Le 1er mars. En février, 1er mars. 1er mars. D'accord, 1er mars pour revoir du foot américain à Kaufmann. Restez avec nous, on va rentrer en salle. Il faisait encore un petit peu frais ce week-end. C'était samedi soir avec du handball et c'est les filles de Bouillargues qui recevaient Celles-sur-Belle. Bouillargues 11e, Celles 5e. Il s'agit de la 2e division et c'est Philippe Reg pour un match que vous pourrez revoir sur Télémiroir dès ce soir à 21h. Pour sa première confrontation de l'année à la maison, le Sun AL Bouillargues recevait Celles-sur-Belle. N'ayant rien remporté depuis le 8 novembre 2008, les filles de Jérôme Chauvet devaient s'imposer. Mais de la coupe aux lèvres, d'autant que Bouillargues, 11e en position de relégable, était opposé au 5e de la D2. Exception faite d'Aurélie Andrieux, et quelle exception, l'effectif gardois pointait présent, à l'instar des Céloises, qui n'étaient que 10 à avoir fait le déplacement. Les joueuses locales ne rataient pas leur entame de match, talonnées par un adversaire qui ne tardait pas à s'embarquer dans les wagons de queue. Les fautes personnelles, qui n'épargnaient aucune des équipes en présence, hachaient un jeu où la prudence s'imposait. Bouillargues ne parvenait pas à échapper à la vigilance d'un opposant qui se trouvait en veine de réussite, si ce n'est Gervaise Pierson, qui se montrait imperméable dans les duels individuels, bien imité par son homonyme Fanta Diarra. Tant et si bien que les deux équipes se tenaient au score, battant le record du nombre de fois où le tableau de marque indiquait la parité. Le premier coup de sifflet libérateur renvoyait les équipes dos à dos et on s'attendait déjà à un dénouement qui ne pourrait se produire que dans les derniers instants du match. La seconde période ne démentait pas la précédente. La volonté affichée par les deux formations était invariante et les exclusions temporaires ne parvenaient pas à faire la différence. Jusqu'à l'instant où les gardoises s'envolaient. Pas bien haut, il est vrai, mais dans le contexte du jeu, une avance de 3 buts aurait pu marquer la fin du doute. C'était sans compter sur l'entêtement des deux Sévriennes qui parvenaient à réduire l'écart et se montraient même capables de reprendre la feuille de match à leur compte sur fond d'exploits des gardiennes et de statistiques nourries par Eva Payès. Le doute s'installait à nouveau. La rencontre ne s'emballa que sur la fin et Bouillargues gardait la maîtrise du ballon. Conservant une paire de buts d'avance, les protégés du président Garnier tuaient le match par Eva Payès interposée et retrouvaient le chemin de la victoire après bien des tourments. Pourtant, ce soir-là, il semblait que des gammes bien retenues et mises en application pouvaient suffire à assurer les points de la victoire. Ça l'a été quand même, puisqu'on a la victoire. Mais maintenant, je pense que la victoire, sans parler de pouvoir tuer le match, parce que je pense que par rapport à cette équipe de Celles-sur-Belle, on n'avait pas les moyens de tuer le match. Et je pense qu'on aurait pu se le rendre plus facile, avec évidemment ces pertes de balles. Ce ne sont pas des pertes de balles que je vois habituellement, ce que je disais dans les journaux, que je vois tous les jours à l'entraînement. C'est donc forcément que le match, et on le sait tous, amène cette crispation parce que le ballon a un prix pendant le match. Et donc, malgré tout, quand même, sur leurs deux matchs, les filles sont arrivées à rester disciplinées, concentrées sur le projet que l'on avait. Et voilà, on n'a pas tout gommé, mais en tout cas, les filles ont mis l'énergie, la volonté, l'état d'esprit, et ça a payé. Je suis très content pour elles. D'un coup et d'un seul, les Bouillarguaises sortent de l'impasse et rejoignent la 8e place. La prochaine rencontre se jouera aussi à domicile, face à Plan de Cuques, l'actuel 11e.
Un nouvel exploit est espéré par ce qu'envisageable. Les Bouillarguaises, voilà, qui espèrent bien sûr un beau maintien dans ce classement. On les retrouve en bas de cette liste. Par contre, ça se passe bien pour les équipes de tête, notamment Youth, Toulouse, etc. Bouillargues est 8e. Et Philippe Reg vous l'a dit, prochain match, réception le 24 janvier de Plan de Cul qui est 11e. Bouillargues est 8e. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler. Enfin, je ne sais plus dans quel sens. Bref, on va vous montrer des images intéressantes des filles de Bouillargues, du handball de Bouillargues, avec leur calendrier. Voilà, en images. Ça, c'est la une du calendrier. Ça donne des idées à Bruno Péladan. Ensuite, il y a d'autres photos tout à fait romantiques à l'intérieur, avec des sélections de couleurs. Elles aiment la tauromachie également. Oui, oui. Bravo, mesdemoiselles. Elles aiment les comment ça s'appelle ça? C'est pas un tag, hein, c'est un graphisme, un graffiti, un graphe. Et elles aiment les jeans également, donc les filles de Bouillargues. Bravo à elles pour leur calendrier. Peut-être un projet comme ça pour l'année prochaine. Je crois que les Harpies voulaient bien faire un calendrier. Et il me semble, oui, on avait parlé. On aura l'occasion d'en reparler. Juste un mot de résultat, c'est les cadets des Centurions qui l'ont emporté hier. Les cadets, oui, jouent en ouverture des seniors, là, donc de la D2, et ils ont gagné leur premier match de la saison contre Marseille, 30-14. Donc voilà, félicitations à eux. Et c'est bien fait, bravo à eux. Du football tout à fait européen, du soccer maintenant, avec l'AC Arles en national qui recevait Croix de Savoie. C'était samedi soir au stade Fournier. Croix de Savoie, 10e, un club dans lequel vient d'investir tout récemment Zidane, à la demande de son ami Monsieur Ribou, PDG de Danone. Et ça leur a redonné du moral, du peps de manger des yaourts à Croix de Savoie, puisqu'ils sont venus l'emporter à Arles. Résumé avec Guillaume, Nicolas Fabre et nos commentateurs en folie. Ouais, c'est vrai que les Arlésiens font le jeu, et là le bon corner encore une fois bien dévié mais solide. Les défenseurs savoyards ils vont pouvoir se relancer, mais la récupération sera de Jérémy Clément qui tranquillement va remettre la pression sur la défense de Croix de Savoie. Et il faut Islin qui fait un petit festival de jongle. Et Islin ou Corrèze. Islin. Allez, c'est parti, c'est Corrèze. Oh là là là, c'était bien tiré. Ils font pas n'importe quoi, ils allongent quand il faut. Peut-être que le jeu est un petit peu trop. Oh, bien joué, c'est bien joué. Oh, allez, là. Oh là là. Oh, attention parce qu'il est parti. Il est parti tout seul après avoir éliminé Jérémy Clément qui jusque la fin du parti remarquable. Et c'est le premier but. Juste avant la pause. Oh là 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 là. Sur une... Gaël Germani est au ballon. Ça va être frappe de Germani. Oh là là, il a raté le contrôle, Tagro. Il s'y attendait pas non plus. Et vous voyez comme ça, et regardez comme ils attendent ça. Ils attendent juste un contre. Et là maintenant il y a un 2 contre 2. S'il a joué première intention, il ne pourra pas le faire. Clément qui a réussi à ralentir un peu cette offensive, mais ouais, sans problème. Emmanuel Corrèze pour botter ce coup franc. Allez, il faut s'appliquer. C'est ce type d'action qui peut tourner en notre faveur. Allez, il faut la frapper. Ah, c'est pas assez tapé, ça c'est à peine effleuré, malheureusement. Allez, on va laisser suivre. Bien. Ouais. Oh, quelle parade de... Profitez. Ah, ras de terre, on varie, pourquoi pas. Et la frappe, ça... C'est pas possible. Oh là là. C'est pas possible. Allez, peut-être la dernière. La dernière occasion, allez. Même si tout le banc de Croix de Savoie demande la fin de cette rencontre, non, il faut pas la perdre, là. J'ai l'impression, Olive, là, que... C'est pas fini, il y aura une dernière occasion peut-être. Allez, Nani qui dévie. Allez. Mais non. Ah, c'est pas possible. Et là, c'est terminé. C'est terminé sur ce score d'1-0. Croix de Savoie qui s'impose à l'extérieur, Claude. Et c'est vraiment immérité parce que les Arlésiens ont fait une seconde mi-temps notamment de toute beauté. Très bien. On a bien démarré, on arrive à se trouver, bien des intervalles. On avait réussi à les prendre assez haut, à se créer quelques occasions, ou au moins quelques décalages. Et puis petit à petit, je pense que le manque de compétition sur des grands terrains, parce que depuis un mois on n'a pas fait un seul match, ça nous a été préjudiciable. C'est qu'on a répété beaucoup de jeux courts, et en pensant que le jeu court allait déboucher favorablement, puis à la sortie, un jeu court et un ballon perdu. Comme on était tous venus côté ballon, un ballon dans l'axe, et Bugny a fait le reste, quoi.
Ça donne au niveau des résultats des Arlésiens qui marquent le pas, mais Cassis Carnoux également, elle a perdu à domicile face à Libourne. Libourne qui je crois est dans les derniers du classement. Beaucoup de matchs reportés. 7 a perdu également chez lui face à Laval. Laval qui est deuxième et qui sera le prochain adversaire des Arlésiens. Istres n'a pas joué, par contre reste en tête très largement devant Laval et Arles. 7 Cassis, Carnoux, Le Cuiseaux, je vous le rappelle, sont sous le coup de mesures disciplinaires et de perte de points. 4 points, 4 points, 6 points. En bas de classement, ça nous intéresse évidemment beaucoup moins. On va enchaîner avec le Nîmes Olympique. Juste vous dire que le match d'Arles sera rediffusé demain après-midi, fin d'après-midi, mardi sur Télémiroir. Bien sûr, rapidement, Nîmes Olympique recevait Sedan. Vous savez forcément que les Olympiques ont gagné les Crocos avec une belle victoire, 2-1, une belle réaction. On découvre le résumé, bien sûr. Les mêmes aux commandes de ce résumé. Si la victoire à domicile face à Bastia avait suscité quelques espoirs en ce qui concerne à la fois le jeu de l'équipe et les chances de maintien, la sortie de Vannes avait-elle ressemblé plutôt à une mauvaise blague, tant la prestation des Crocos s'était révélée médiocre. Ainsi, la réception du sanglier ardennais, jadis adversaire victorieux des Gardois lors d'une finale de Coupe de France, prenait-elle une dimension toute parallèle entre optimisme et crainte. Devant 7000 spectateurs environ, les Nîmois entamaient la partie de manière prudente, privilégiant l'assise défensive, mais ils parvenaient néanmoins à ouvrir la marque sur un pénalty consécutif à une reprise du nouveau venu Mandriki, détourné du bras par Cantini, et c'est une autre recrue Haïté qui le transformait. Allez Haïté, mon petit Jonathan, tu as l'ouverture du score sous tes pieds. Voilà qui fait du bien à tous les supporters. Au retour des vestiaires, les occasions s'équilibraient. Les visiteurs se montraient dangereux par baisse à la 51e minute, mais plus de bois veillait. Pourtant, à la 67e minute, une passe en retrait de Karaboué pour Sidibé permettait aux adversaires de gagner. Aïe, quelle frappe! Tout était donc à refaire pour les protégés du président Gazo, qui, à peine 180 secondes plus tard, marquait un deuxième but par Haïté, décisif. Allez, Sidibé pour Haïté! Malgré une fin de match parfois stressante, les Rouges préservaient leur avantage et remportaient un succès qui les met désormais à 5 points du premier non relégable. Allez, Coloredo qui conserve ce ballon. Bayo, c'est fini! Ce que je peux vous dire, c'est que Nîmes Olympique, ce soir, a démontré qu'il n'est pas encore national. Ça, c'est le plus important. Et ça, je pense que c'est le plus bel hommage qu'on peut rendre à cette équipe. Ensuite, on a marqué un but de plus que contre Bastia. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est qu'on a pris un but. De l'autre côté, je pense que les meilleurs ont gagné sur ce match. Et quand on voit que Sedan est encore concerné, eux aussi, par la relégation, je pense que c'est un match important que nous avons gagné. Un match important sur lequel nous reviendrons bien sûr dans Croco Hebdo demain soir, 21h, avec nos invités, nos consultants. Et puis vers 22h, le match à revivre dans sa quasi-intégralité. Bien sûr, c'est sur Télémiroir. Prochain rendez-vous des Crocos, ce sera vendredi soir à 17h pour un match face à Nantes en amical. C'est un week-end de Coupe de France avec le prochain match officiel championnat. Ce sera le 30 janvier, la réception de Clermont. Merci encore à Bruno Pelladan d'avoir été des nôtres ce soir. À très très bientôt à vous et au Ceinturion. Nous on se retrouve dans un instant avec Christophe Chez pour le journal, mais maintenant c'est la météo. Les pompes funèbres camarguaises, leader gardois en convention obsèques, prévoyance, funérarium, toujours à vos côtés, partenaire de votre émission Miroir des Sports.